Chers téléspectateurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président Ange Razouel s'est rendu à Manchester pour examiner de près les problèmes d'approvisionnement en eau. Il était accompagné du représentant résident de la Banque mondiale qui a réaffirmé l'engagement de cette institution à soutenir Madagascar dans la résolution de la crise de l'eau. En réponse à l'urgence, 4 nouveaux camions-citernes ont été livrés aujourd'hui pour renforcer ceux déjà en service afin d'assurer l'approvisionnement des 150 points de distribution d'eau potable dans les quartiers. Le président Ange Razouel a également inspecté les projets d'aménagement du lac de Manchester et le site d'Amurnakoun où sera construite une station de traitement d'eau d'une capacité de 60 000 m3, un projet inclus dans le programme Tana Water Free. Détail avec Judikael Ranjanirin sur les images de Nzar Ranjiansou. La solution ne se trouve pas dans les bureaux, mais sur le terrain, là où les problèmes sont réels et où des mesures concrètes peuvent être prises, a déclaré le président Ange Razouel lors de sa visite à la Jirama à Manchester. Il a constaté les travaux en cours et l'état du lac de Manchester, qui s'envase de plus en plus et nécessite un curage urgent. En parallèle, 4 nouveaux camions-citernes offerts par la Banque mondiale ont été mis en service pour appuyer ceux de la Jirama dans la distribution rapide de l'eau vers les quartiers. Ces camions, après un contrôle de la qualité de l'eau qu'ils transportent, se dirigeront immédiatement vers Ankatsu. À tout sec, le représentant permanent de la Banque mondiale a confirmé que leur soutien à Madagascar ne se limite pas à des mesures temporaires, mais vise également des solutions durables. La Banque mondiale mobilise un budget de 220 millions de dollars pour résoudre la crise de l'eau à Madagascar. Des fonds ont été débloqués dans le cadre du PAEP pour débuter les travaux à Manchester. Le président Razouel a ensuite détaillé les principaux problèmes identifiés. Tout d'abord la sécheresse qui réduit l'approvisionnement en eau et ensuite le vieillissement des infrastructures de distribution. Les conduites souterraines, par exemple, sont en grande partie vétustes et perdent environ 40 000 m3 d'eau par jour. C'est pourquoi la solution immédiate a été de renforcer l'approvisionnement par camion-citerne pour éviter toute perte supplémentaire. Toutefois, la production d'eau reste insuffisante. Actuellement, il y a un déficit de 100 000 m3 entre les besoins quotidiens des habitants d'Antananarivo et la capacité de production de la Jirama, sans compter les 40 000 m3 qui sont gaspillés. Les solutions durables commencent immédiatement avec l'augmentation de la production d'eau pour combler le déficit de 100 000 m3. Le président de la République veillera de près à la progression de ces projets pour que la population ne souffre plus de cette pénurie. Un des projets majeurs est la construction d'une nouvelle station de production d'eau à Amurnakoun. Comme l'a annoncé le président, le chantier débutera plus tôt que prévu. Accompagné du ministre de l'Intérieur, il a précisé que les questions liées au foncier sont désormais résolues, permettant ainsi le lancement effectif du projet. Cette installation s'étendra sur une superficie de 4 hectares, produira 60 000 m3 d'eau par jour. La rapidité de son exécution est primordiale car, comme le souligne le président, l'eau c'est la vie. Le temps et les coûts de déplacement des justiciables du district d'Avaradjan seront désormais réduits. Le président de la République, Ange Razouel, accompagné du ministre de la Justice, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du tribunal de première instance d'Avaradjan, le 46e à Madagascar. Par la suite, la nouvelle prison d'Avaradjan a également été inaugurée. Détail sur les images de Nzar Ranjiansou. Auparavant, les citoyens du district d'Avaradjan faisaient face à de grandes difficultés pour accéder aux instances judiciaires, car ils devaient se rendre au tribunal à Noussi. Les démarches judiciaires nécessitaient plusieurs déplacements, engendrant ainsi une perte de temps et d'argent pour les justiciables. La politique générale de l'État mise sur la proximité, c'est-à-dire à rapprocher les infrastructures des citoyens et à améliorer leur bien-être. Ce nouveau tribunal est le 46e du genre à être construit à Madagascar et il bénéficiera à une population de 533 000 habitants répartis dans 39 communes du district d'Avaradjan.
Les 21 autres communes resteront sous la juridiction d'Anoussi. Ce palais de justice dispose de 2 salles d'audience, de 2 salles de délibération, de 2 salles d'archives, de 2 kiosques d'information et d'une salle de sanitaire. La présence de telles infrastructures appelle également à un changement de mentalité chez les magistrats, a souligné le ministre de la Justice qui s'est engagé à améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Après l'inauguration du tribunal, le président Anjrazouel et le ministre de la Justice Rakut Mandimbi Benjamin Alexis ont également inauguré la prison d'Avarajan. La prison a pour mission de réhabiliter les personnes condamnées. Bien qu'ayant commis des délits, ces individus demeurent des êtres humains et doivent être traités avec dignité, conformément aux principes fondamentaux de la politique gouvernementale. Cette nouvelle prison accueillera des détenus de la prison d'Adanmour, qui compte actuellement plus de 29 000 détenus, alors que sa capacité initiale est de 11 000. Une attention particulière sera portée à la qualité de l'alimentation et à la formation des détenus afin de faciliter leur réintégration dans la société, soutient le président de la République Anjrazouel. À cet effet, les camps pénaux bénéficieront de semences hybrides, outre les maniocs comme nourriture des prisonniers. Ces derniers bénéficieront de formations, notamment en couture et en menuiserie, pour qu'ils puissent par exemple fournir les écoles publiques en tabliers scolaires et en bancs. Ce jour, le président de la République a également remis des véhicules aux prisons d'Avarajan, Tuamasn, Ius, Imertetusk et Imbuscht pour faciliter le transport des détenus. Il est à noter que ces infrastructures ont été entièrement financées par l'État. Les autorités ont lancé un appel à la population pour qu'elle prenne soin de ces nouvelles infrastructures. Le réseau des voleurs de terre sera totalement démantelé avec une collaboration étroite entre le Bianco et le ministère de la Justice, conformément aux directives du président de la République Anjrazouel ce jour lors de l'inauguration du tribunal de première instance d'Avarajan. Jusqu'à présent, les litiges fonciers étaient considérés comme des affaires juridiques et c'était aux juges de trancher. Désormais, une nouvelle stratégie sera mise en place et aucun voleur de terre, quel que soit son soutien, ne restera impuni, a réaffirmé le président de la République Anjrazouel. Et dans les actualités également, le président de l'Assemblée nationale, Toukel Justin, a lancé un appel au respect de la stabilité en cette période électorale des municipales lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire des députés qui s'est tenue aujourd'hui à Timbazaz. Dans son discours, il a également salué les efforts du gouvernement pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et les initiatives en faveur des solutions énergétiques durables dans les grandes villes de Madagascar. Un reportage de Sai Sylvain, Andoniana Martina et Sech Andjanab. La deuxième session ordinaire de l'année est officiellement ouverte pour les parlementaires. C'est aussi la première session pour les députés nouvellement élus au cours du premier semestre de l'année. Conformément à l'article 75 de la Constitution malgache, cette session commence le 3e mardi d'octobre. Les députés se réuniront au palais de l'Assemblée nationale pour examiner et adopter, entre autres, le projet de loi de finances initiale pour 2025, ainsi que de nombreuses autres propositions de loi. Cette session coïncide avec les élections des maires et conseillers municipaux à travers tout le pays. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux députés leurs responsabilités et leur devoir d'intégrité, tout en insistant sur le respect des institutions législatives et des électeurs. Le président de l'Assemblée nationale a également souligné les efforts entrepris par l'État pour résoudre les problèmes liés à l'eau et à l'électricité dans les grandes villes. Lors de son discours d'ouverture, Toukel Justin, le président de l'Assemblée nationale, a salué les étapes et les victoires significatives remportées par Madagascar sur la scène internationale, notamment la présidence de la SADC prévue pour l'année prochaine, l'accueil de l'Africa 50 et la place croissante de Madagascar au sein des organisations internationales. Selon lui, ces progrès auront un impact positif sur le développement de notre pays. Cette session durera 60.
Et puis le district d'Ampani est parmi les circonscriptions qui bénéficient directement des travaux de développement inscrits dans la politique générale de l'État. Ce district bénéficiera ainsi des infrastructures Manarapench, mais aussi de la réhabilitation des routes. Ces travaux ont été annoncés par le député élu sous la bannière de la plateforme politique Irmar dans le district d'Ampani, Raza Fiarsan Andiamanaten, à la population locale durant sa remise officielle d'écharpe vendredi dernier. Natera Koutouma fait le point. Parmi les travaux de développement promis par le président de la République de Madagascar dans la partie sud de la Grande Île figure la construction de la route nationale 10, notamment le tronçon qui relie Ampani et Mbofmbé. Un appel d'offres international a été déjà lancé en février dernier pour la reconstruction de cette route longue de 205 km. De plus, cette réhabilitation s'inscrit dans la politique générale de l'État, selon l'annonce faite par le député élu sous les couleurs de la plateforme politique Irmar dans le district d'Ampani vendredi dernier. Selon toujours cet appel d'offres international, les travaux de cette route nationale 10 seront divisés en deux parties. Dans la première partie est le tronçon d'Ampani à Belou, long d'environ 93 km. La deuxième partie concerne les travaux réalisés sur la partie de Belou vers Mbofmbé, longue de 112 km. D'autre part, le district d'Ampani bénéficiera également d'autres projets de développement. Cela a été confirmé par le député Raza Fiarsan Andiamanaten lors de la remise officielle de l'écharpe de député vendredi dernier, effectuée par le vice-président de l'Assemblée nationale de la province de Touliar. Toujours dans ce contexte, les routes en très mauvais état qui causent des difficultés aux habitants du district d'Abat-Finanjan sont en cours de réparation. Les travaux seront achevés d'ici 10 jours, selon le député élu dans cette localité, Richard Razafdjabar, aujourd'hui, sur le micro de Fadjesena Mireille et Yves Janel. Chaque année, pendant la saison des pluies, la route menant à la capitale du district d'Abat-Finanjan, notamment celle de Tetkanan, est coupée. Les habitants se plaignent des souffrances causées par cette situation. Une partie de la route est parsemée de nids de poules et est totalement endommagée, selon le député Razafdjabar Richard, élu dans ce district. La commune de Mangatabouang est également isolée. Il faut 12 heures pour parcourir les 60 km de route. La réhabilitation de cette route est réalisée en collaboration avec le gouverneur de la région Ambrun-Mani. En plus des routes, l'approvisionnement des agriculteurs en semences est aussi une priorité, a-t-il rajouté. Et le processus électoral est en bonne voie selon la CENI. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante a confirmé hier que le calendrier est respecté et qu'aucun retard n'est à prévoir. Hier, une délégation de la CENI s'est envolée pour l'Afrique du Sud où seront imprimés les bulletins uniques. C'est en Irlande. L'étape de l'impression des bulletins uniques et d'autres documents sensibles, tels que les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement, a commencé. La délégation de la CENI a pris la direction de l'Afrique du Sud pour superviser ces travaux, garantissant ainsi la transparence et l'intégrité du scrutin. En parallèle, la nomination des présidents des sections chargées du recensement matériel des votes est fixée au 11 novembre, une étape clé pour assurer le bon déroulement du dépouillement. La campagne électorale débutera le 19 novembre et s'achèvera le 9 décembre, avant les élections du 11 décembre. Selon la CENI, les résultats des municipales et communales seront rendus publics le 24 décembre, d'après le calendrier. Ce processus, rigoureusement encadré, souligne la volonté de la CENI d'assurer un vote transparent et équitable pour tous les citoyens. Dans un tout autre sujet, un colloque scientifique international se tient actuellement à l'École supérieure des sciences agronomiques à Ankatsu, et cela pour une durée de 3 jours. Pour cette année, les enjeux et perspectives liés à la gestion des ressources naturelles et développement durable seront discutés. Les chercheurs nationaux et internationaux feront part de leur point de vue sur les thématiques abordées qui répondent aux préoccupations actuelles, non seulement dans le pays, mais également dans un cadre plus global.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban, au lendemain d'une frappe de drone ayant tué 4 soldats israéliens sur une base militaire au sud de la ville de Haïfa. France 24. C'est la plus grande faille sécuritaire en Israël depuis les attaques du 7 octobre. Ce dimanche, le Hezbollah a réussi à toucher une base militaire près de Ben Yamina au sud d'Haïfa. Cible du mouvement chiite libanais, la base d'entraînement de la brigade Golani, une unité d'infanterie de l'armée israélienne. À peine installé dans leur réfectoire, un drone qui n'a pas été intercepté par le dôme de fer s'abat sur les soldats israéliens. Bilan 4 militaires tués et plus de 60 blessés selon les secouristes dépêchés sur place. Je suis arrivé sur les lieux alors que les secours étaient déjà en train de prodiguer des soins. La scène était très dure. Des dizaines de victimes, avec différents degrés de blessures, ont été traitées et évacuées le plus rapidement possible vers les différents hôpitaux du pays. Sur place ce lundi, le chef d'état-major Herzi Halevi a qualifié cette attaque de douloureuse. Une attaque qui fait beaucoup parler en Israël, car pour la première fois depuis le 23 septembre et le début de la guerre ouverte entre l'État hébreu et le Hezbollah, les sirènes d'alarme n'ont pas retenti à Ben Yamina, car la défense anti-aérienne israélienne a perdu le signal du drone ennemi. Le Hezbollah, qui ce lundi a à nouveau frappé le sol de l'État hébreu. Cette fois, c'est une base navale, mais aussi une caserne située à proximité de Netanya, ville côtière au nord de Tel Aviv, qui ont été visés. Les Israéliens qui subissent. Et au moins 21 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un village du nord du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé, ajoutant que des tests ADN étaient en cours pour identifier les restes humains. C'est la première fois que le village chrétien d'Aïto est visé depuis que le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre. France 24. De cet immeuble d'Aïto, il ne reste plus rien. Sous les débris, les corps de plusieurs Libanais déplacés en fuite après les bombardements israéliens au sud du pays. Ce petit village chrétien du nord du Liban ne fait pourtant pas partie des cibles habituelles de l'armée israélienne, qui s'attaque principalement aux bastions chiites du Hezbollah. Mais ces derniers jours, les combats s'intensifient et la tension ne cesse de grimper. Samedi, une autre frappe israélienne, elle aussi en dehors des fiefs du mouvement pro-iranien, a causé la mort de plusieurs personnes. Et ce lundi, au lendemain d'une attaque de drone du Hezbollah contre une base militaire dans le nord d'Israël, la plus meurtrière depuis le début de l'offensive terrestre au Liban, Benyamin Netanyahou a promis une réponse des plus fermes. Je tiens à clarifier, nous continuerons de frapper le Hezbollah sans pitié, dans toutes les régions du Liban, également à Beyrouth. Tout cela selon des considérations opérationnelles. Nous l'avons prouvé récemment et nous continuerons à le prouver dans les prochains jours. Des tirs de roquettes en provenance du Liban ont aussi frappé ce lundi les rues de Karmiel au nord d'Israël. 3 autres auraient été interceptés à Tel Aviv, qui vit désormais au rythme des sirènes d'alerte. Pour terminer, Kamala Harris et Donald Trump étaient tous deux en Pennsylvanie, considérés comme cruciaux pour s'ouvrir la voie vers la Maison-Blanche. Kamala Harris a tenté de séduire l'électorat noir tout en lançant une mise en garde plus générale contre la rhétorique aux accents de plus en plus autoritaires de Donald Trump. France 24. Les deux candidats à l'assaut de la Pennsylvanie. D'un côté, Kamala Harris aériée au nord-ouest de l'État, de l'autre, Donald Trump dans la ville de Hawks, non loin de Philadelphie. La vice-présidente américaine a dévoilé une série de mesures en faveur des hommes afro-américains. Une catégorie d'électeurs traditionnellement acquis aux démocrates, mais qu'elle peine à convaincre selon les sondages. Elle s'en est également pris à son rival, un danger pour la démocratie américaine selon elle. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Il est en quête d'un pouvoir sans contrôle. C'est ce qu'il recherche. Il veut envoyer l'armée à la poursuite des citoyens américains.
Donald Trump, qui lui a répondu à des questions des habitants, notamment sur son thème de prédilection, la sécurité à la frontière, mais aussi sur l'inflation et les extractions de pétrole. Nous allons forer, bébé, forer. Nous allons avoir tellement d'énergie et nous allons faire baisser les prix parce que vous savez qu'ils sont en hausse. N'oubliez pas que le mal est fait. Les deux candidats le savent, gagner le vote des habitants de Pennsylvanie peut donner un avantage décisif lors du scrutin présidentiel. La Pennsylvanie fait partie de ces swing states qui peuvent basculer pour l'un des deux partis. Elle offre aussi une précieuse manne de 19 grands électeurs aux vainqueurs. Donald Trump l'avait gagné en 2016, avant que l'État ne repasse dans le giron démocrate avec Joe Biden en 2020. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Summer Camp. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.